Bonjour à tous, c'est Anthony Michaud du site santénaturelle.fr et aujourd'hui vous saurez tout ou presque sur le SIBO. Le SIBO pour Small Intestine Bacterial Overgrowth ou syndrome de prolifération bactérienne de l'intestin grêle est, comme son nom l'indique, une colonisation de l'intestin grêle par des bactéries qui appartiennent d'habitude au côlon, ce qu'on appelle également le gros intestin. Alors, avant de parler des symptômes à proprement parler, on va faire juste un petit peu de physiologie au niveau de la digestion. Tout d'abord, la digestion commence non pas dans l'estomac, mais dans la bouche. On a tout un tas d'enzymes dans la bouche qui préparent la digestion, et notamment une enzyme qui va être intéressante qui s'appelle l'amylase salivaire. L'amylase, comme son nom l'indique, elle va digérer l'amidon. Et l'amidon, c'est ce qu'on va retrouver dans tout un tas de féculents, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, des choses comme ça. Ensuite, après avoir descendu l'œsophage, les aliments vont arriver dans l'estomac où ils vont rester entre 20 minutes, par exemple pour certains fruits, ou le melon par exemple, jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures pour des viandes grasses comme le porc ou les choses comme ça. Les oléagineux par exemple aussi, les noix, les graines, restent assez longtemps, donc ça va vraiment dépendre de ce que vous avez mangé. Toujours est-il que au niveau de l'estomac, on a très peu de bactéries. Pourquoi? Parce que l'estomac produit de l'acide chlorhydrique, et l'acide chlorhydrique, un de ses rôles, c'est de désinfecter le bol alimentaire. Tout ce contenu va arriver ensuite dans l'intestin grêle, en dessous. C'est là où sont absorbés les macronutriments et les micronutriments. En général, c'est un voyage qui dure à peu près entre 2 et 4 heures, pour une longueur d'environ 6 mètres. Ça dépend des personnes. On a des gens qui ont un grêle plus court, on le verra tout à l'heure. Et la transition entre l'intestin grêle et le côlon, qu'on appelle également le gros intestin, se fait par une petite valvule qu'on appelle la valvule iléocécale, comme un petit clapet en fait, qui doit être étanche. Je dis bien qu'il doit être parce que quand il ne l'est pas, vous avez la flore, donc c'est-à-dire les bactéries du côlon, qui sont elles en très très grand nombre, puisque le côlon, le contenu alimentaire va rester très longtemps à l'intérieur, donc on a une pullulation bactérienne qui est normale, peut remonter en partie dans l'intestin grêle. Donc en résumé, très peu de bactéries dans l'estomac grâce à l'action de l'acide chlorhydrique. On a ensuite peu de bactéries, un petit peu plus, mais peu de bactéries dans l'intestin grêle. Pourquoi? Parce que le temps de transit dans le grêle est assez court, en théorie, on le verra tout à l'heure, il y a des choses qui peuvent le modifier. Et également parce que l'intestin grêle a bénéficié de la désinfection de l'estomac. Ensuite, une fois passé la valvule iléocécale, on arrive dans le côlon, le gros intestin, et là on va avoir une flore beaucoup plus importante et beaucoup plus riche, qui souvent se distingue en deux parties, pour schématiser, la flore de fermentation, qui va surtout résulter de la consommation des hydrates de carbone, donc tout ce qui est les féculents, le riz, les pâtes, les céréales, les choses comme ça, et une flore qui est dite de putréfaction, qui elle a plus un lien avec la consommation de protéines, et notamment de protéines animales. Parmi les causes possibles du SIBO, donc du syndrome de prolifération bactérienne de l'intestin grêle, la pullulation bactérienne dans l'intestin grêle, là où il devrait y en avoir très peu comme on vient de le voir juste avant, une des premières causes, c'est une prise répétée d'antiacides, ou ce qu'on appelle également les inhibiteurs de la pompe à protons. Souvent, ce sont des médicaments qui sont donnés en cas d'ulcère ou en cas de reflux gastro-œsophagien, ce qu'on appelle les RGO, pour calmer l'acidité dans l'estomac. La conséquence, c'est que comme vous avez moins de production d'acide chlorhydrique dans l'estomac, vous avez un contenu alimentaire qui est moins bien désinfecté, et de ce fait, un nombre de bactéries qui arrivent en fin d'estomac dans l'intestin grêle beaucoup plus important. Donc première raison, une consommation répétée d'antiacides ou d'inhibiteurs de la pompe à protons. La deuxième possibilité, c'est la prise répétée d'antibiotiques. Alors là, je ne vais pas faire rentrer dans le débat les antibiotiques c'est bien ou pas bien, tout simplement parce que ce n'est pas mon rôle de naturopathe, et également parce que les antibiotiques ont été une avancée majeure dans la recherche et que chaque année ils permettent de sauver des vies. Je pense que c'est plus clairement leur utilisation massive et inappropriée qui pose problème. Toujours est-il que une équipe de chercheurs espagnols a montré qu'une prise d'antibiotiques entraînait rapidement, dès le 11e jour, une baisse très importante du nombre de bactéries dans l'intestin grêle. Donc ça, c'est une première chose. Le problème, c'est qu'il suit cette prise d'antibiotiques très souvent une pullulation, donc avec tous les symptômes que l'on verra tout à l'heure, donc
prise d'antibiotiques répétée peut être une cause du SIBO. Donc mon conseil, c'est quand les antibiothérapies prescrites par votre médecin sont nécessaires, de les accompagner systématiquement de probiotiques. C'est un des seuls moments où je vais conseiller les probiotiques. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis clairement pas un fanat des probiotiques à outrance. Et également une levure qui s'appelle Saccharomyces boulardii, qu'on appelle également l'ultralevure. Donc antibiotiques, ça va fonctionner avec des probiotiques et Saccharomyces boulardii ou l'ultralevure qu'on va conserver une semaine à 15 jours après l'arrêt du traitement antibiotique. Une des troisièmes causes de ce syndrome de prolifération bactérienne de l'intestin grêle, c'est une consommation excessive de certains sucres qui sont dits fermenticibles, qu'on appelle les FODMAP. Les FODMAP, vous en avez déjà entendu parler, c'est un régime qui est très en vogue, mais qui a vraiment du sens, contrairement à certains régimes, on va dire coup de poing, qui ont un effet plutôt délétère. J'ai fait une petite vidéo sur les FODMAP, donc je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur le sujet. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne YouTube, vous retrouverez cette vidéo explicative sur ce que c'est que les FODMAP, quelles sont les conséquences. Vous trouverez également en lien de cette vidéo un petit tableau qui vous permet de connaître les aliments riches et pauvres en FODMAP. Mais sachez que si vous souffrez des symptômes qu'on verra tout à l'heure du SIBO, il est probable que vous ayez à réduire votre consommation de FODMAP. Une autre cause possible, c'est un déficit enzymatique. On a le pancréas qui a plusieurs rôles dans le corps, une activité qu'on appelle endocrine, avec notamment ce qui concerne l'insuline, et une partie exocrine, c'est la sécrétion de sucs pancréatiques et de certaines enzymes pancréatiques qui vont permettre de digérer les aliments. Et quand on a une carence en certaines enzymes, comme par exemple la lactase, qui digère le lactose du lait, le fameux lactose, et par exemple la fructase, qui digère le fructose de certains fruits, on peut se retrouver avec une mauvaise digestion du lactose et du fructose, donc des produits laitiers et des fruits, qui vont entraîner énormément de ballonnements, en général 1 heure, 2 heures après les repas, c'est facile à reconnaître, avec beaucoup de douleur, et auquel cas on peut chercher un déficit enzymatique. Donc dans ces cas, on a deux possibilités, soit on va supplémenter en enzymes, soit on va réduire le lactose, et on va réduire le fructose issu des fruits. Ensuite, on va retrouver le diabète, ou les diabètes plutôt, puisqu'on a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Pourquoi le diabète? Parce qu'en fait, il va avoir une action sur ce qu'on appelle la motilité. La motilité, c'est la contraction en fait, de l'intestin, donc c'est ce qui va permettre au contenu alimentaire d'avancer et de progresser dans l'intestin. Donc on sait que le diabète de type 1 et de type 2 vont avoir une atteinte sur notamment le nerf vague qui va contrôler cette motilité, cette contraction et cette progression. Donc le diabète de type 1 et de type 2 va, de par son ralentissement du transit, très souvent entraîner une prolifération bactérienne parce que le contenu alimentaire, au lieu de rester quelques heures dans le grêle, pourrait rester plus longtemps et entraîner une pullulation. C'est le même principe pour notamment la maladie de Parkinson. Les gens qui sont atteints d'une maladie de Parkinson très souvent ont un SIBO en face, puisque la maladie de Parkinson va également s'attaquer à ce nerf vague et donc à ralentissement du transit. Une autre cause qui a quasiment la même origine, c'est la pancréatite chronique, puisqu'en fait elle va entraîner une réduction de la motilité de l'intestin, mais cette fois c'est plutôt à cause de l'inflammation qu'elle dégage. Une dernière cause plus rare, mais qui a été mise en exergue par les études, c'est l'alcool, notamment l'alcoolisme chronique, puisque les gens qui souffrent d'alcoolisme chronique ont 2,6 fois plus de chances de développer un SIBO. Au niveau des symptômes, on va trouver pas mal de convergence avec les symptômes de la candidose. Si vous ne savez pas ce que c'est que la candidose ou que vous avez besoin d'un petit rappel sur le sujet, également vous allez trouver sur la chaîne Santé Naturelle une vidéo dédiée à la candidose. Donc ça va être essentiellement des crampes, des ballonnements, des flatulences, ça va être des douleurs de type spasme 1 à 2 heures après le repas, ça peut être de la diarrhée, certaines carences, notamment en vitamine B12. La différence, on va la faire entre la candidose et le SIBO par les tests qui vont être pratiqués. Je pense qu'aujourd'hui, le principal test pour savoir si vous souffrez d'un SIBO, c'est le breath test, ou en français le test respiratoire. C'est le test à l'hydrogène. En fait, vous allez mesurer l'hydrogène qui est expiré à jeun, puis 2 heures après l'ingestion. Ça peut être soit du fructose, soit du lactulose, souvent on le fait au lactulose. Et en fait, on va mesurer la quantité d'hydrogène. Et si cette quantité d'hydrogène à 1h30, 2 heures, une fois arrivé dans le sécom, explose, on va avoir une forte suspicion de SIBO.
Pour ça, deux possibilités. Certains naturopathes sont habilités avec des appareils ambulatoires à faire ce test respiratoire. Sinon, vous avez ça dans certaines cliniques, chez certains médecins ou certains gastro-entérologues, sans problème. N'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous fournir une liste si vous en avez besoin. C'est toujours pareil, quand on parle de traitement, c'est difficile d'aborder un traitement généraliste dans une vidéo. Je sais que certains le font, moi ça me dérange un petit peu parce que je considère qu'on a vu qu'il y avait différentes causes possibles au SIBO. Donc une fois que vous aurez vu avec un praticien l'origine, enfin la confirmation d'abord de ce SIBO, et ensuite déterminer l'origine, il va y avoir plusieurs choses à mettre en place. Déjà déterminer cette origine et la corriger. Donc si c'est une prise répétée d'inhibiteur de la pompe à protons ou d'antiacide, voir avec votre médecin si cette prise elle est vraiment justifiée ou c'est juste quelque chose de confort. Auquel cas, en fait, vous allez avoir des problèmes par rebond, c'est-à-dire que vous aurez moins d'acidité dans l'estomac, mais par contre vous aurez énormément de gaz et de pullulation bactérienne dans l'intestin grêle. Donc quelque part on ne fait que déplacer le problème. Donc toujours est-il qu'il faut d'abord identifier et traiter la cause. Ensuite, si on veut vraiment réduire cette pullulation, il y a différentes armes qu'on a à disposition. Les médecins ont certains antibiotiques, dont quelque chose qui est assez à la mode, qui s'appelle la rifaximine. Je ne sais pas si elle est autorisée aujourd'hui en France. Avant, je sais qu'on pouvait s'en procurer, surtout à l'étranger. Après, il y a des antimicrobiens naturels, comme l'extrait de pépins de pamplemousse ou certaines huiles essentielles, mais qui doivent être microdosées. J'insiste vraiment là-dessus. Jamais d'huile essentielle en voie interne sur un sucre ou dans du miel, parce que si on ne maîtrise pas bien la dose, on peut au contraire tout brûler. Donc des huiles essentielles microdosées, notamment les choses qui fonctionnent bien sur le SIBO, c'est le thym, l'amande poivrée, ça c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien. Voilà. On a des mélanges qui sont directement faits pour le SIBO. Faites super attention à ne pas vouloir aller trop vite. Le SIBO, ça prend un petit peu de temps. Donc la correction du SIBO, donc n'essayez pas d'aller trop vite en augmentant les doses, vous risquez au contraire d'abîmer la muqueuse de votre intestin grêle, d'entraîner derrière une malabsorption ou une nécrose de la muqueuse, et ça serait vraiment problématique pour vous. Voilà. Donc on prend son temps, on prend le conseil soit de son thérapeute, soit de son médecin. Il y a des solutions naturelles qui existent, il faut être un petit peu patient. Il va falloir très certainement revoir votre alimentation, notamment si elle est riche en FODMAP. Donc une fois de plus, je vous envoie la vidéo qui traite des FODMAP sur cette chaîne. Et pour toute question, n'hésitez pas à me contacter, soit via le site santénaturelle.fr, soit en commentaire de cette vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la partager massivement autour de vous, et pour faire grandir la chaîne et pour pouvoir faire circuler l'information auprès des gens que vous aimez. Ça n'est que de l'information, mais bien souvent ça permet de faire avancer les choses. Je vous invite également à vous rendre sur la page Facebook Anthony Michaud naturopathe, également sur l'Instagram du même nom et sur le site santénaturelle.fr pour voir des articles et toutes les autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.